sur cette information dont on vous parlait hier, l'enlèvement de centaines de lycéens au Nigeria. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Kankara. Boko Haram a revendiqué ce kidnapping de masse et serait maintenant en discussion avec le gouvernement local pour leur libération. Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes aussi directeur de recherche à l'IRD, vous connaissez bien le Nigeria pour y avoir vécu, pour y retourner aussi et pour y travailler. Vous avez publié également L'Afrique nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation aux éditions de La Découverte. Première question, ces enlèvements de Boko Haram, enfin revendiqués en tout cas par Boko Haram, rappellent évidemment ceux des 276 lycéennes de Chibok il y a 6 ans, au Nigeria également. Quel est l'intérêt aujourd'hui de Boko Haram de revendiquer ces enlèvements, ce qu'ils veulent encore une fois marquer les esprits, puisque Chibok avait été extrêmement médiatisé. Bon, aujourd'hui, Boko Haram fait face à une coalition antiterroriste qui réunit les 4 pays riverains du lac Tchad. Donc, ils ont subi quand même des défaites importantes. Donc, ce qu'ils veulent signaler, c'est qu'ils sont toujours actifs. Maintenant, attention, c'est pas parce que Boubacar Chekao, qui est un peu le leader du canal historique de Boko Haram, revendique cet enlèvement, que l'enlèvement aurait vraiment été fait par des combattants de Boko Haram sous les ordres d'Aboubacar Chekao. Vous pensez que ça peut être une revendication opportune? Opportune, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a dans cette zone nord-ouest, Boko Haram agit au nord-est, vers les confins du lac Tchad. Et là, l'enlèvement s'est produit au nord-ouest. C'est pas la même zone, c'est quand même à des centaines et des centaines de kilomètres de là. C'est plutôt une zone où il y a beaucoup de banditisme armé, de banditisme rural, des groupes pastoraux qui se disputent entre eux, qui font du vol de bétail. Il y a aussi des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Il est possible aussi qu'il y ait eu un phénomène de mimétisme, vous voyez, parce qu'au moment de l'enlèvement des filles de Chibok, il y a beaucoup d'argent qui a circulé pour essayer de racheter les filles. C'est extrêmement médiatisé, mondialement. Voilà, donc il y a un peu un opportunisme Obama, économique. Notamment, et donc il est possible que Boko Haram, enfin Aboubacar Chekao, ou ce qu'il en reste, parce qu'on ne sait même pas s'il est vraiment vivant ou pas, si c'est un sosie ou pas, etc., revendique cet enlèvement qui en fait n'aurait pas été commis par des hommes de Boko Haram, mais pour démontrer qu'il est toujours actif. Il y avait déjà eu un précédent, il y avait eu un attentat sur le port de Lagos, qui alors là est extrêmement loin sur la côte atlantique, qui avait été revendiqué par Chekao, et les forces de sécurité, les services de sécurité n'ont jamais finalement confirmé que cet attentat avait bien été mené par Boko Haram. Donc attention, restons prudents. La question qu'on peut se poser, c'est Boko Haram revendique, mais est-ce qu'ils sont en contact avec ces groupes ou ces bandes armées? Et justement, est-ce qu'il y a aussi un échange de bons procédés en termes, par exemple, d'argent? Je ne sais pas, en termes de connexion. Oui, il y a des phénomènes de porosité, si vous voulez. Mais encore une fois, on n'est pas dans la même région. Mais dans la région du nord-est où agit Boko Haram, on voit qu'avec ce qu'on appelle les bandes de Zargina, qui sont les bandits locaux, il y a des gens qui passent d'un groupe à l'autre, qui peuvent aussi profiter de la franchise Boko Haram pour commettre des crimes purement crapuleux. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a eu des otages pris, y compris dans le nord du Cameroun, par ces bandes de criminels de Zargina, qui ensuite les ont revendus à Boko Haram, qui du coup a négocié la rançon et leur libération. Donc vous voyez, il y a des phénomènes de porosité, mais là encore une fois, on est dans une région quand même assez différentes, donc n'excluons pas l'hypothèse que l'enlèvement a été commis par des groupes armés qui en fait n'auraient aucun lien avec Boko Haram, avec Chekao, qui du coup se saisirait de cette opportunité pour revendiquer l'enlèvement, mais simplement démontrer qu'il est toujours actif dans la zone. Alors vous parliez du nord-est et du nord-ouest du Nigeria, ce sont deux zones justement où il y a beaucoup d'insécurité. C'était aussi un des arguments avant l'élection du président Muhammadu Buhari, justement en 2015, qui avait fait de la lutte contre Boko Haram et contre ces bandes armées la priorité de son mandat. Il en est où aujourd'hui, le président nigérian? Le président nigérian a beaucoup déçu de ce point de vue. C'était un ancien militaire, un dictateur, au pouvoir en 84-85. Et quand il a été élu en 2015, il y avait l'espoir qu'en tant qu'ancien militaire, il allait enfin réformer les forces de sécurité pour qu'elles soient plus professionnelles, qu'elles arrêtent de tuer des civils, etc. On l'a vu récemment avec le mouvement anti-SARS, qui est le nom d'une unité anti-criminelle de la police qui avait tué des civils. En réalité, il n'y a pas eu de réforme des forces de sécurité. Il y a des effets d'annonce. On va changer les organigrammes, on va changer les sigles des forces de sécurité, y compris dans l'armée. Mais en réalité, le modus operandi, la corruption continue de gangréner ces forces de sécurité. C'est une corruption endémique, c'est ça que... Ça veut dire que vous avez même quelquefois des officiers qui vendent des armes à des insurgés. Vous voyez, on en est là. Ou bien aussi le fait que du coup, les soldats ne sont pas payés ou mal payés, donc ils se mutinent. Donc il y a aussi des déficiences structurelles du côté des forces de sécurité qui expliquent beaucoup plus en fait la résilience de Boko Haram qu'un prétendu soutien de Daesh ou d'Al-Qaïda. Non,
c'est sur place que ça se passe. C'est parce que les forces de sécurité sont faibles, parce que l'État est faible, que ces groupes perdurent. Parce que c'est pas que Boko Haram, finalement, on pourrait aussi penser à ce qui se passe dans le Massina malien ou même au Niger. Hein. On parle quand même du Nigeria, qui est un géant économique sur le continent, avec l'Afrique du Sud. Et là, vous parlez de manque de structure. Donc c'est vrai que c'est assez... Enfin, on se dit, mais que font-ils? Est-ce qu'on peut aussi compter sur une organisation régionale? Est-ce qu'on peut compter sur l'Union africaine pour lutter? Alors, attention, parce que le Nigeria, c'est immense aussi. Oui, hein. C'est 2 fois le territoire de la France. Donc, entre Lagos, qui est la métropole économique très active, très dynamique, qui est ouverte sur la côte atlantique et sur le monde, et puis Maïdougouri, qui était un des fiefs de Boko Haram, c'est un peu le jour et la nuit. Vous voyez, donc il y a quand même des contrastes énormes entre des zones où la présence de l'État est extrêmement faible et d'autres où il est beaucoup plus affirmé, évidemment dans la capitale Abuja ou sur Lagos. Donc c'est déjà une chose. Il y a différents Nigeria. Et puis le Nigeria se voit aussi comme une grande puissance, donc il a aussi un souverainisme très exacerbé qui fait qu'il n'a pas forcément envie de voir des troupes étrangères débarquer sur son territoire, et donc que les velléités de l'Union africaine, si tant est qu'il y en ait d'ailleurs, à intervenir concrètement sur le terrain, ne sont pas forcément accueillies très très bien à Abuja. Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre, L'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, aux éditions La Découverte. C'est toujours disponible. Merci d'avoir été avec nous.